Imaginez un miroir, mais pas n'importe lequel. Un qui ne reflète pas un visage, mais tout le marché boursier. C'est un peu ça la promesse d'un ETF, un fonds négocié en bourse. Aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder ensemble comment fonctionne cette mécanique financière assez fascinante. La grande question, c'est ça. Comment est-ce qu'un seul et unique investissement peut réussir l'exploit de répliquer à la perfection la performance de tout un indice, que ce soit le CAC 40 ou le S&P 500? Ça paraît presque magique, non? Eh bien, la réponse se trouve dans une sorte de miroir financier. Mais attention, il n'y a pas qu'une seule façon de le fabriquer. En fait, il y en a deux principales, et on va décortiquer ça tout de suite. Allez, on commence avec la première méthode, c'est la plus directe, la plus intuitive. On pourrait l'appeler la méthode de la copie carbone. Le principe, franchement, il est simple comme bonjour. Pour que le miroir reflète un indice, le fonds va tout simplement acheter toutes les actions qui composent cet indice. Et attention, pas n'importe comment. Il les achète exactement dans les mêmes proportions. C'est une véritable photocopie du marché, ni plus ni moins. Ce schéma nous montre un peu les coulisses. Tout commence sur ce qu'on appelle le marché primaire. C'est là que le gestionnaire de l'ETF travaille avec des grosses institutions financières, les fameux participants autorisés. Ce sont eux qui vont chercher les actions de l'indice, les rassembler et les échanger contre des parts d'ETF toutes neuves. Et c'est seulement après que ces parts arrivent sur le marché secondaire où tout le monde peut les acheter et les vendre. Justement, ce participant autorisé, ou AP, qui est-ce exactement? C'est une très grosse institution financière, un poids lourd du secteur. Son rôle est absolument central. C'est la seule entité qui a le droit de créer ou de racheter des parts d'ETF directement auprès du fonds. Du coup, ce participant autorisé, il a une double casquette, et les deux sont cruciales. D'abord, il est le gardien du prix. Il s'assure que la valeur de l'ETF en bourse colle toujours à la valeur réelle des actions qu'il contient. Et ensuite, il garantit la liquidité. C'est grâce à lui qu'on peut acheter ou vendre ses parts d'ETF facilement, à tout moment. Ok, mais comment il fait pour que le prix ne déraille pas? Grâce à un mécanisme vraiment malin, l'arbitrage. Imaginez que le prix de l'ETF grimpe et devienne un peu trop cher par rapport aux actions qu'il détient. Là, le participant autorisé, il voit une opportunité. Il peut créer de nouvelles parts au vrai prix et les revendre plus cher sur le marché pour un petit profit. Mais surtout, cette vente massive augmente l'offre de parts, ce qui fait baisser le prix. Et hop, l'écart est corrigé. C'est ce système autocorrecteur qui rend le miroir si précis. Bon, la méthode de la copie directe, c'est clair. Mais et s'il existait un moyen de refléter le marché sans avoir à acheter une par une toutes les actions qu'il compose? C'est là qu'on arrive à la deuxième méthode. Elle est plus sophistiquée, on pourrait l'appeler la méthode du contrat intelligent. On ne copie plus, on s'échange une promesse de performance. L'outil au cœur de cette méthode, c'est le swap. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un contrat financier où deux parties se mettent d'accord pour échanger des performances. Pour notre ETF, ça veut dire qu'il va échanger la performance d'un panier d'actifs qu'il possède contre la performance exacte de l'indice qu'il cherche à suivre. C'est un peu comme un pacte. Regardons ce schéma pour y voir plus clair. L'ETF, de son côté, détient bien un panier d'actifs. C'est ce qu'on appelle le collatéral. Ensuite, il signe un contrat de swap avec une contrepartie, qui est en général une grande banque. L'accord est simple. La banque s'engage à verser à l'ETF la performance exacte de l'indice visé. En retour, l'ETF lui verse la performance de son propre panier d'actifs. Au final, l'investisseur obtient bien la performance de l'indice, même si le fonds ne détient pas directement les actions. Donc pour résumer, on a trois éléments clés. Le panier d'actifs détenu par l'ETF, la contrepartie, souvent une banque qui promet la performance de l'indice, et le contrat de swap qui lie les deux. Le panier d'actifs sert en fait de garantie, de collatéral pour sécuriser toute l'opération. Alors dit comme ça, on pourrait penser que c'est risqué. Et si la contrepartie ne tenait pas sa promesse? C'est une bonne question. Et c'est justement là que des règles du jeu très strictes entrent en scène pour tout verrouiller. En Europe, on a une réglementation très solide, connue sous le nom de UCITS. Son but est simple, protéger les investisseurs. Et pour ça, elle impose des garde-fous très clairs. Et voici le chiffre qu'il faut absolument retenir. C'est le chiffre clé, 10%. C'est l'exposition maximale, le risque maximum qu'un ETF a le droit d'avoir envers sa contrepartie de swap. Pas 1% de plus, c'est la loi. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'à tout moment, 90% du fonds est couvert par des actifs bien réels, bien tangibles. Le risque est donc plafonné à ces fameux 10%. En plus, la valeur du swap est remise à zéro tous les jours pour ne pas laisser le risque s'accumuler, et tout ça est publié de façon totalement transparente. Faisons un petit bilan pour bien voir les différences. L'ETF physique, la copie directe, détient les vraies actions. Son risque? Une petite erreur de suivi, un reflet pas parfait à 100%. L'ETF synthétique, le contrat intelligent, détient un collatéral et un contrat. Son risque? Le risque de contrepartie, mais on l'a vu, il est strictement limité à 10%. Alors au final, on a la copie carbone d'un côté et la promesse sécurisée de l'autre. Quel miroir est le meilleur?
En fait, ce n'est pas vraiment la bonne question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce sont simplement deux logiques différentes pour atteindre le même objectif. L'important, c'est que maintenant, leur mécanisme n'a plus de secret.